méditer. Comment est-ce que vous, dans votre métier, vous êtes envahi aussi par Internet, voilà, les portes sont faciles à pousser. Vous êtes aussi, à travers votre métier, dans le dialogue, dans la rencontre. Vous devez aider à prendre des décisions. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à être dans le temps long, dans le temps rapide? Ça, c'est facile, mais avoir un peu de temps long dans le temps rapide. Alors, on s'est parlé tard, donc j'étais aussi dans un autre état d'esprit familial. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à 21 ans, je suis partie au Sénégal pour discerner d'un engagement personnel en tant que religieuse missionnaire. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de me marier. Mon mari est là. Et j'ai deux beaux enfants. Et j'ai décidé, du coup, d'avoir une vie économique aussi, à côté pour ma famille. Ce qui est sûr, c'est que ce que je fais aujourd'hui est vocationnel, voilà, et que j'ai trouvé une autre façon d'exercer cette mission, autrement que sur le terrain auprès des plus pauvres. Moi, ma périphérie, c'est les riches, donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses très difficiles. Donc j'ai un gros travail de médiation auprès des familles. Et effectivement, le gros de mon activité aujourd'hui est dans un environnement d'entrepreneurs. Alors, quand m'a été posée cette question du temps long et du temps court dans l'entreprise, j'ai réfléchi, je me suis dit, on est vraiment dans une autre dynamique de société que le monde monastique. Mais dans cet univers d'entrepreneurs, donc ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu auprès de ces personnes avec qui j'échange et que je côtoie. Mais le temps long, pour moi, c'est vraiment le temps des actionnaire. C'est vraiment le temps où se définit la finalité de l'entreprise. Et là, je me retrouve dans ces échanges avec les familles, qui est de réfléchir à comment l'on s'inscrit dans une société, quel temps l'on va donner. Et puis, ces grandes lignes stratégiques, cette réflexion visionnaire, c'est elle qui va encadrer le pilotage court terme de l'entreprise, qui va être là le temps des managers, le temps des salariés. Et c'est très intéressant de voir comment cet équilibre se vit dans l'entreprise. Alors, dans cette réflexion du temps long, le temps des actionnaires, je reprends un peu ma casquette professionnelle, qui est de dire qu'il y a une chose qui est déterminante, c'est par qui est détenue l'entreprise. Est-ce qu'elle est cotée sur les marchés? Est-ce qu'elle est détenue par un fonds d'investissement? Est-ce qu'elle est aux mains d'une famille entrepreneuriale? Les partis pris peuvent être extrêmement différents. Alors, je ne veux pas catégorifier les choses. Je ne veux pas me mettre d'un côté d'entreprises familiales, les entreprises. On trouve aussi des très belles entreprises cotées qui prennent des engagements sociétaux forts, comme Danone. Enfin, je ne veux pas citer beaucoup de noms, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une relation au temps qui est liée. Quand vous avez affaire à une entreprise familiale avec des notions de génération, on s'inscrit dans une autre dimension de temps. L'entreprise familiale que je connais particulièrement bien, on a, en dehors de ces réflexions familiales qui vont être menées, il y a aussi toute cette notion à la montée de la nouvelle génération. Comment est-ce que le temps de la construction de l'individu du plus jeune âge à sa responsabilité d'adulte plus tard, comment cette génération va se former? Qu'est-ce qui se crée au sein de la famille, aux côtés de l'entreprise? On est vraiment sur une durée long terme. Et on est vraiment sur ces questions de transmission, avec un travail d'ancrage dans ce qui a fait le lien familial, l'histoire, les motivations des fondateurs, les motivations des parents, et qu'est-ce que vivent aujourd'hui les jeunes. Je trouve que c'est des sujets qui sont absolument passionnants dans cette relation au temps long. Et on est beaucoup dans un travail de relecture dont on parlait, parce que cette relecture de la vie de la famille, c'est quelque chose qui construit les individus, qui construit l'entreprise et qui construit ce qui se vit dans l'entreprise. Je pensais à Audemars Piguet, donc les montres, la société de montres. Le repreneur aujourd'hui est le petit-fils du fondateur, et il a repris cette entreprise parce que pour lui, ce qui l'a énormément touché dans son enfance, c'était de passer des heures dans l'atelier de son grand-père qui lui faisait écouter le tic-tac des montres. Voilà. Il a acquis la passion du temps. Voilà, pour moi, c'est très parlant ce rapport à... Je parlais aussi d'une très jolie famille emblématique aujourd'hui. La jeune génération est en train de prendre la relève.
Et donc, tout le travail qui est fait, c'est de reposer tous les investissements, en très grande cohésion d'ailleurs avec les parents, et de réfléchir à comment vraiment retenir à tous les niveaux de l'investissement un prisme sociétal et environnemental qui fait que dans le choix de ce que font les enfants et ce que fait la famille, il va y avoir vraiment une dimension de long terme, de développement durable au sens long, de façon vraiment très en lien d'ailleurs avec l'écologie intégrale dont nous parle notre cher pape. Voilà. Donc on construit un monde meilleur dans cette durée de temps. On construit des projets qui sont plus grands qu'eux, qui les dépassent. Et voilà, c'est dans cette dimension-là que je m'inscris. On a dans tout cet environnement, c'est pas spécifique à la France, on a les Bicorp qui nous viennent des États-Unis, qui ont vraiment apporté aussi là un autre regard sur ce que peut la réconciliation du monde capitaliste et de la partie lucrative de l'économie avec l'engagement sociétal. Ça donne de très belles choses. On a aussi les entreprises à mission qui en France un mouvement de plus en plus fort qui cherche à mettre une dimension sociétale dans la vision long terme de l'entreprise. Et puis, on a aussi les fondations actionnaires. Il y en a très peu en France. Il y en a beaucoup plus en Suisse et dans les autres pays européens, mais qui sont appelés à accueillir le capital d'entreprise de façon à la pérenniser, mais à pérenniser aussi sa dimension de valeur pour qu'il n'y ait pas de prédateurs qui viennent changer les valeurs de fonds qui sont vécues dans l'entreprise. Voilà. Donc, on est vraiment sur cette vision long terme. On peut être aussi dans cette réflexion de la place de l'homme au cœur de l'économie. Alors après, les déclinaisons pratiques, ça va être ce que le manager va mettre en place. Et on revient sur des questions de lien à l'homme, quelle place de l'homme, c'est-à-dire que comment on accompagne le salarié dans sa durée de vie dans l'entreprise. Il y a des vrais sujets, c'est-à-dire quand il y a une maladie, quand il y a une fragilité familiale, comment on accompagne le salarié. C'est vrai aussi, aujourd'hui, la place des seniors, est-ce qu'on les accompagne jusqu'à la durée de vie, jusqu'à la fin de leur vie professionnelle? C'est des sujets de société majeurs. L'homme recherche à avoir une vision long terme. Il se projette dans le temps, il se projette sur sa durée de vie. Et est-ce que l'entreprise peut répondre à ça? Bon. Voilà. Et puis, on a aussi des questions quant à la nouvelle génération. Vous avez compris que c'est un sujet qui m'est très cher. C'est-à-dire que ces jeunes, aujourd'hui, ils sont pas dans la... Notre génération, nos parents peut-être étaient plus inscrits dans quelque chose de déjà construit. On leur donne quelque chose. Ils ne sont pas forcément dans cette préservation de l'existant, ils sont pas forcément dans un confort installé, ils ont envie d'avoir leur propre énergie au service de quelque chose qui leur ressemble. Donc c'est très intéressant de voir comment on s'inscrit avec eux aussi. Et dans l'entreprise, les salariés, s'ils ne sont pas d'accord avec la stratégie, mais du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Voilà. Le contrat n'est pas un lion. Donc aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent dans la manière dont on voit le long terme avec les salariés. Alors faire entrer les jeunes dans les stratégies, ça permet aussi de leur donner une vision long terme à leur action et à leur donner une vraie légitimité. Et puis, je me suis posé la question... de comment est-ce que le fait d'être chrétien en tant que dirigeant, puisque je remplace Philippe Royer, qui était le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui devait témoigner, voilà, et qui m'a demandé de le faire. Est-ce que le fait d'être chrétien change aussi la posture, le regard, la façon dont on va regarder une entreprise ? Je pense que ce rapport au temps, pour moi, il s'inscrit dans la dimension d'espérance dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une Europe en particulier qui, il y a beaucoup d'aujourd'hui la décroissance, cette espèce de déclassement économique qui inquiète tout le monde. J'ai beaucoup aimé le creuset de maturité dont on parlait dans le ralentissement, mais voilà, le regard chrétien, c'est de dire aussi, moi, je crois en l'homme. J'ai une vraie espérance par rapport à ce que je veux vivre dans mon entreprise. Et ça, je pense que c'est majeur. Voilà. Et au quotidien, que ferait Jésus à ma place, voilà, dans mes décisions? Moi, quand je vais à un rendez-vous avec une famille et que je rentre dans la médiation, quand j'ouvre la porte, je dis « après toi, Saint-Esprit », parce que c'est quand même pas facile, quoi. Et je me sens tellement... voilà, c'est tellement important que ce qui s'y vive soit plutôt vraiment dans l'objectif de construire plutôt que de se détruire. Bon. Voilà, donc je dirais ce regard de chrétien, et donc ça m'habite. Et dans mon équilibre de vie aujourd'hui, c'est vrai que c'est très chargé d'être mère, épouse,
chef d'entreprise. Mais j'essaye en tout cas de construire un monde meilleur pour mes enfants demain. Marie-Noëlle, qu'est-ce que vous retenez de l'exemple des moines pour vous, votre vie de femme laïque? Alors déjà, je pense qu'on est très proche dans cette dimension d'écoute qui est fondamentale pour rejoindre les cœurs des hommes. Et personnellement, je ne peux pas faire ce métier sans avoir mes lieux de ressourcement. Donc, et mes lieux de ressourcement, c'est un accompagnement spirituel jésuite. Je connais très bien le frère de Cécile, qui n'est pas mon accompagnateur, mais on a organisé avec mon mari des week-ends de couple pendant 20 ans avec lui, voilà. Et je ne connaissais pas Cécile, j'ai le bonheur de la connaître aujourd'hui. Bon, petite parenthèse. Et donc, pour moi, je rejoins ce que vous dites parce que j'ai besoin de ressourcement. Je vais à la Flatière, voilà. J'aime aller dans les lieux de silence. C'est un luxe extraordinaire dans ma vie de hyperactivité. Mon mari me dit qu'il faudrait que je me pose un peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette énergie que je déploie, elle est là aussi pour mes enfants, pour les amis de mes enfants. Je fais le catéchisme en 4e, et voilà. Et tout ça, pour moi, c'est ma participation à l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et je vous rejoins dans le sens où j'ai conscience que j'ai besoin de ce silence. Voilà. Et ce silence, pour moi, c'est du luxe. Est-ce que ces monastères-là, dans lesquels vous allez, le silence, est-ce que ça correspond justement? C'est plus facile que dans le métro. Et pourtant, Dieu est aussi dans le métro. Hein. Alors, c'est amusant parce que, en fait, moi, j'ai une prière dans l'action qui est éphémère, qui est très rapide. Je croise quelqu'un dans le métro, ça m'évoque quelque chose et je rentre en relation avec lui par le Christ. Donc, c'est très particulier. Mais j'ai infiniment besoin de ces lieux. Mais je prie pour que PENBOK ne ferme pas, pour que ces lieux d'exception où j'ai passé les plus beaux moments de discernement de ma vie restent durablement ouverts à accueillir des gens et que l'on puisse avoir des accompagnateurs qui donnent leur temps pour nous aider à réfléchir. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai passé 10 jours à PENBOK pour être sûre que je ne me faisais pas piéger, quoi, que je ne partais pas dans un faux chemin, sur un mauvais chemin. Donc, c'est absolument, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les dirigeants ont besoin de lieux où ils se retrouvent et surtout de lieux où ils sont en lien intime avec... pour moi, c'est mon meilleur ami. Voilà. C'est mon confident. Père. Pardon, il faut peut-être différencier aussi silence intérieur et extérieur. Je me souviens qu'une fois, un prêtre qui est depuis devenu un ami est venu pour la première fois au monastère. Malheureusement, il y avait les élagueurs. Donc, il a été pris vraiment dans les bruits des tronçonneuses toute la journée. Donc, moi, je n'osais même pas le voir et je comptais lui faire gratis pour tout le week-end. Vraiment horrifié, ce n'était pas prévu. Parce que c'est avec silence. Voilà, normalement, c'est une retraite en silence. Et puis, finalement, je crois qu'il a fait une très forte expérience. Et en fait, il est revenu et c'est un ami parce que je crois que le Seigneur... le silence, c'est d'abord une disponibilité du cœur à se dire dans ce ici et maintenant, justement, je donne du temps gratuitement. Hein, et je crois que c'est cette notion de gratuité qui fait le silence. Donc c'est vrai qu'après, le bruit peut être accueilli comme une prière. Quand on entend le bruit des enfants de la crèche d'à côté ou le bruit des gens qui sortent de boîte de nuit ou les gilets jaunes, je pense que tout peut être accueilli dans le silence du cœur. Voilà, j'ai un très beau souvenir au noviciat quand c'était le mondial et en 98, on avait les fenêtres ouvertes et donc on entendait le nombre de buts parce qu'il y avait un tel hurrah qui accompagnait que tout Paris vibrait. Et si bien qu'on a dû même interrompre l'office à un moment parce que les hurrahs étaient trop forts et la sœur en reprenant a repris le Te Deum au lieu de reprendre le chant parce qu'elle était sûre qu'on avait gagné. Donc la prieure de l'époque a fait remarquer que ce n'était pas le moment du Te Deum. Mais je me souviens qu'après, on a continué l'office quand même comme se doit pour que tous les psaumes soient dits, mais qu'il y avait une vraie densité de prière à ce moment-là. Et ce qui nous a conseillé, ce qui nous a un peu consolé parce qu'on s'est fait gronder quand même à la sortie de l'office. Mais le lendemain matin, le prêtre qui est venu nous dire la messe avait une bougie avec le mondial. Donc, et il nous a parlé que du mondial. Donc on s'est dit,
Dieu est peut-être là, c'est un signe. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a le silence intérieur et le silence extérieur. Et je pense qu'une des pédagogies des monastères, c'est que les gens qui sortent, enfin, qui ont vécu une expérience forte dans les monastères, quand ils reprennent leur vie, c'est pas pour qu'ils soient horrifiés du bruit et qu'ils veulent tout de suite fuir de nouveau dans un monastère, c'est pour que, au milieu de l'expérience du bruit, ils fassent l'expérience du silence. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est une difficile question, je trouve. Ce qui me rend heureux, c'est d'être en relation. Et puis de me dire que finalement, j'ai pas été religieuse, mais que je vis aussi cette vocation et que je me sens bien là où je suis et que je me sens en lien avec lui dans ce que je fais. Voilà. Ma sœur. Alors, j'ai envie de répondre par, vous savez qu'au Carmel, dans d'autres heures d'ailleurs, on a un mystère qui est un peu notre porte d'entrée dans le mystère de Dieu. Alors, pour moi, c'est Jésus Alliance. Ça veut dire que ma choix, c'est Jésus et qu'il est l'Alliance en personne. Et que donc, voilà, on est, pour reprendre un peu ce que Marie-Noëlle a dit, on est en entreprise où c'est Dieu l'actionnaire principal. Et ça, c'est quand même une sécurité des sécurités. Et qu'on n'est pas lié par des contrats, mais par une alliance éternelle. Voilà. Mille merci, en tout cas, à tous les trois.